Bon, comment ça va les amis? Bien ou bien les vacances là? Ça va. C'est les vacances, pas c'est toujours mal, bien. mais moi je suis pas très serein quand même. Je trouve Attends qu'il y a un un nombre peu. de sujets d'angoisse et d'inquiétude autour de nous qui est quand même hyper fort. Hein. Je te confirme que c'est pas que les températures qui me font transpirer parce que les risques de cyberattaque et globalement cyberguerre entre les conflits géopolitiques et les JO, Ouais. Il y a C'est beaucoup de choses qui peuvent nous irriter dans ces moments-là. Et effectivement, quand on sait que la moitié de la population mondiale rentre dans des élections, et c'est pour Il y a ça de quoi qu'on avoir ressort peur. l'épisode de Nicolas Arpagian, Ouais. qui était d'ailleurs enregistré un mois de juillet, mais le mois de juillet 2022 les amis, C'était il y a déjà 2 ans. L'épisode Ouais. s'appelait Guerre et Tech. aux frontières Aux du réel. frontières du réel. Référence de geek, si vous l'avez, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour nous le dire, moins sur Guerre et Tech que sur que sur les frontières du réel. Ouais, C'était bon. déjà un épisode super marquant et très impressionnant. Moi, je m'en souviens quand on a porté finalement de la technologie dans la guerre. On avait beaucoup parlé des enjeux de cyberguerre, mais on voit que ça s'est encore renforcé en 2 ans. C'est un peu le côté visionnaire de nos invités là, qu'on peut saluer de la part de Nicolas d'ailleurs. Ouais. Mais ça s'est bien renforcé quand même. Hein. C'est salé là. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que Nicolas avait posé des fondamentaux qui étaient déjà vrais à l'époque parce que les notions de cyberguerre ne sont pas nouvelles. En revanche, elles s'intensifient depuis quelques années. Donc il avait posé les fondamentaux et ça s'est encore intensifié depuis 2 ans. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de guerre hybride désormais parce que les terrains des conflits sont sur le sol physique. Et c'est ce qu'il nous disait. Les frontières ont changé aussi. Ce sont des frontières qui sont totalement immatérielles maintenant. Et les règles, les codes de la guerre ont changé avec le numérique aussi. Et alors ça, il en parle très bien justement de ces changements de règles, le fameux brouillard de guerre aussi, et les frontières qui étaient assez floues à l'époque. Mais je pose une question là comme ça, et on risque de se le dire à chaque fois, mais est-ce que c'est pas un peu effrayant de se dire qu'on sort un épisode d'il y a 2 ans avec des choses qui sont posées et qui au final 2 ans après sont toujours aussi vraies? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur la guerre entre Israël et Hamas, qui est donc apparu entre-temps, Oui. et dans lequel, là, la technologie, on parle énormément des drones autonomes, mais on parle aussi d'algorithmes d'IA qui sont entraînés pour cibler au mieux les bonnes cibles, arriver à compter à l'avance le nombre de victimes civiles qu'il pourrait y avoir, etc. Il y a tout un arsenal technologique qui est déployé, en particulier sur cette guerre, qui est extrêmement fort et qui résonne d'autant plus avec ce que tu as dit, du coup, Thibaut, c'est Et alors, énorme. je vous donne une anecdote, mais tout récemment, il y a des suspicions envers la Russie de multiplier les cyberattaques, certes, mais surtout pour chercher à récupérer les preuves de ces crimes de guerre pour pouvoir les effacer, parce que la Russie anticipe déjà la fin de la guerre, et ces cyberattaques, c'est plus pour venir brouiller l'ennemi. Alors, il y en a aussi, hein, évidemment, parce qu'ils ont shooté un peu Starlink là récemment, mais c'est aussi pour effacer les preuves de guerre. Donc, par anticipation, je vous rappelle quand même les 3 sujets clés de cet épisode. D'abord, on aborde la définition et les enjeux de la cyberguerre avec notre ami Nicolas. Ensuite, le rôle des nouveaux acteurs. On s'interroge sur la place des entreprises privées. Sont-elles des cibles ou sont-elles des complices en quelque sorte de ces cyberguerres? La position d'Elon Musk, notamment, est passionnante. sur le sujet. On parle pas mal d'Elon Musk, effectivement, et je crois du challenge qu'il avait envoyé à Fedorov, je crois, où il voulait se battre à main nue, enfin vous connaissez Elon. Et 3, les nouveaux arsenaux du numérique. Quelle est la place des États et est-ce qu'en France on est suffisamment capé? Et là aussi, vous allez un petit peu transpirer, les amis. On écoutera des petites chroniques aussi, quand même. Il y a 2 chroniques, pour comme s'aérer un peu toujours. Allons, l'esprit, quand même, hein. mais Nicolas, il y aura 2 chromiques, un patch tech de Fabienne Billa sur les travailleurs du clic, et ça aussi, ça n'a pas changé. Et écoutez, c'est vraiment très important. Et un moment d'égarement qui, là aussi, était quand même très visionnaire, puisque désormais, on parle plus trop du métaverse. Et là, Laurent Guérin nous parlait des agressions sexuelles dans le métavers. C'était assez choquant, à l'époque. assez choquant, Ouais. assez décalé, et ça l'est encore. Hein. C'était 2 chroniques quand même qui étaient assez qui perturbaient énormément. Hein. Je trouve que les travailleurs du clic, on en entend beaucoup plus parler maintenant, mais à l'époque c'était quand même assez neuf ce que nous disait Fabienne. C'est 2 chroniques qui sont puissantes. Bah, on vous souhaite une bonne écoute alors, les amis. Et on va pas alléger l'ambiance avec ça. Allez, Profitez-en bien. prenez un verre avec. Hein. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Nicolas, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. On a évoqué brièvement le conflit en Ukraine et clairement il nous a ouvert les yeux sur le rôle clé que joue désormais le numérique, je le disais, dans la gestion d'un conflit pour déstabiliser un ennemi avec les cyberattaques, la désinformation à base de deepfake par exemple, mais aussi pour se défendre. L'utilisation des réseaux sociaux par Zelensky en est une illustration pour fédérer l'opinion internationale, les NFT pour lever des fonds, etc. Mais on en oublierait presque que le numérique étant devenu un nouveau front en tant que tel, virtuel, eh bien d'autres cyberguerres sont peut-être déjà à l'œuvre ailleurs sans que l'on s'en rende compte. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, Nicolas ?
Alors, déjà, le principe de guerre, il est lié à l'activité humaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu plus globalement de 2 personnes réunies sur le même territoire, la question de guerre s'est à peu près posée. C'est-à-dire comment est-ce que j'essaye de accaparer une partie du terrain de l'autre ou des biens ou de la capacité de travail de mon voisin. Et donc, effectivement, le numérique, assez naturellement, au regard de ce qu'on lui confie pour produire, pour commercer, pour communiquer, pour se former, pour gérer une collectivité, effectivement, est devenu une cible. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que vous avez commencé à décrire, c'est-à-dire que on est dans des organisations qui sont dépendantes du numérique pour fonctionner, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble de la nation soit géré, que sa population soit soignée, soit nourrie, soit éduquée, soit en mesure de produire. Et donc évidemment, ça va être un terrain d'épanouissement pour conduire des opérations visant soit les infrastructures, les équipements, de manière à déstabiliser et à créer des perturbations, soit à capter du renseignement de manière à connaître le jeu de l'adversaire et essayer de conserver son avance dès lors qu'on est en mesure de savoir ce qui préoccupe son ennemi et éventuellement les pistes d'action qu'il envisage de conduire. Et donc le conflit dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, alors c'est un conflit qui a été intéressant, en tout cas il est évidemment pas achevé et c'est encore prématuré pour faire une analyse exhaustive, mais ce qui est intéressant, c'est que l'arme numérique a été utilisée en amont essentiellement de l'entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien. C'est-à-dire que pour créer une espèce de climat de déstabilisation, de fragilisation, de paralysie. C'est de l'agite propre, c'est ça. Hein. Voilà, de manière à anticiper. C'est d'ailleurs ça documente. On a maintenant documenté les modes opératoires numériques dans différents environnements, sous différentes latitudes géographiques, et on voit bien qu'aujourd'hui l'arme numérique est utilisée soit en amont pour préparer le terrain, soit simultanément à des attaques physiques de manière à amplifier ou créer des perturbations supplémentaires, et puis effectivement pour atteindre également les opinions publiques. Un terme a été utilisé dans votre échange préalable qui est la notion de front. C'est vrai que d'habitude le front était quelque chose qui était tout à fait codifié, d'ailleurs de la même manière que la guerre est une activité codifiée, c'est une activité brutale, c'est une activité violente, mais elle est avec un certain nombre de législations, on pense notamment à la législation des conventions de Genève, on avait codifié la guerre de manière conventionnelle, vient maintenant la période numérique. C'est justement, tu me tends une perche, parce que finalement, effectivement, si on a codifié la guerre, je crois qu'on a aussi codifié la période de paix, mais est-ce qu'on travaille à codifier justement ces cyberguerres ? Alors, la difficulté, c'est effectivement, c'est que ça s'est fait de manière totalement empirique. Pourquoi ? Parce que il faut être conscient que l'expertise cyber est, et ça on le voit aussi bien dans le camp occidental que en Asie que à l'ouest du globe, c'est-à-dire que on est dans des circonstances où les États apprécient de conserver cette expertise nationalement. Pourquoi ? Parce que ils se sont aperçus que ce savoir-faire numérique, c'est-à-dire cette capacité de s'introduire dans des systèmes, d'en contrôler à distance le bon fonctionnement, voire d'intercepter des messages, pouvait être utilisé, le cas échéant, avec des partenaires, avec des alliés. Et c'est la raison pour laquelle les États sont au final assez peu partageurs dans cette expertise, parce que autant dans le cadre de l'OTAN, on va mettre en commun des systèmes d'armes, on va mettre en commun des systèmes de communication interconnectés. Dans le domaine du numérique, alors effectivement, il y a un centre d'analyse, de réflexion stratégique et de prospective qui est basé à Tallinn, alors évidemment, mais on n'est pas encore dans une logique totalement intégrée telle qu'on l'a dans des logiques militaires conventionnelles. Pourquoi ? Parce que on s'est aperçu que des pays qui pourtant sont des alliés politiques, diplomatiques, économiques, concurrents évidemment, mais qui ont quand même globalement des centres d'intérêt communs, la France, l'Allemagne, effectivement, on s'est aperçu que les services de renseignement allemands espionnaient les services les dirigeants politiques français, alors même qu'on est certainement le premier partenaire diplomatique et économique. Donc, la difficulté, c'est que ça remet en cause l'ensemble des composantes de cette activité guerrière, puisque ce sont aussi bien la notion d'alliés, la notion de front et, on l'a dit, la notion de paix et de guerre. C'est vrai que on ne peut pas considérer que la situation est totalement et définitivement stabilisée, ce qui a valu par exemple à l'édification d'un arc de triomphe. Une fois que la guerre est finie, on fait défiler les troupes avec la satisfaction de revenir à un temps de paix. On a tous en tête les images de la libération de Paris, de la libération. Voilà, on est passé d'un état de haute intensité de violence à un
des circonstances de paix. De la même manière que des soldats s'engagent au front et à un moment reviennent, ce qu'on a appelé la noria, c'est-à-dire reviennent du front vers l'arrière et à l'arrière se reposent, se refont une santé, etc. Dans le monde numérique, ces notions-là sont complètement inexistantes. Alors effectivement, donc on voit que finalement tout se brouille. La notion même d'allié, effectivement, tu le rappelais avec toutes les affaires d'espionnage qu'il y a eu d'abord aux US, vers tous les alliés des US, si tant est qu'ils en aient réellement, mais même au sein même de l'Europe, tu évoquais le cas de l'Allemagne et de la France, la notion de frontière qui se brouille, toute cette codification qui s'est perdue dans le monde numérique. Ça va être quoi la guerre dans les années qui viennent avec cette nouvelle donne imposée par le numérique ? En fait, pour cette codification de la guerre qu'on a évoquée, il y a une notion très importante à prendre en compte qui est la notion de proportionnalité. Évidemment, la guerre, c'est l'engagement de la vie humaine de femmes, d'hommes sur un théâtre d'opération. Simplement, à un moment, dans la codification de cette guerre, on a considéré que s'il y avait des actes de barbarie, certaines munitions, par exemple, vont être interdites parce qu'elles vont être considérées comme trop violentes ou en tout cas extrêmement cruelles. Elles vont évidemment peut-être avoir comme finalité d'attenter à la vie des personnes, mais dans des conditions extrêmement désagréables, violentes, et donc il faut plutôt proscrire. Et c'est comme ça qu'on a fait des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire on a considéré que le comportement humain dépassait les circonstances de la guerre et que donc il fallait interdire et sanctionner des gens qui auraient ces comportements-là. Il y a des accords d'ailleurs, ça s'appelle les accords de Genève, par exemple. Alors on a des conventions. Alors c'est des conventions, mais effectivement on est arrivé à codifier ce droit de la guerre. La seule chose, c'est que pour avoir cette proportionnalité, de manière à j'ai subi une agression, je dois et je suis en mesure d'y répondre. En fait, on va avoir trois conditions à réunir. Première condition, être sûr que celui ou celle vers lequel je vais riposter est bien l'auteur de l'attaque. Deuxièmement, il faut que cette riposte soit relativement simultanée, c'est-à-dire un peu comme le réflexe de légitime défense. Je reçois une claque, je réponds, je peux pas répondre 15 jours après, parce que 15 jours après, c'est plus la légitime défense. Et troisième chose, c'est une proportionnalité, c'est-à-dire que à qui a donné une claque, il faut rendre une claque. Si vous l'attaquez à la disqueuse, c'est moins considéré comme étant dans la proportionnalité. Et le problème qu'on a eu avec la cyber, c'est que autant des franchissements de troupes, des franchissements par des troupes de frontières peuvent être observés par des satellites, des diplomates, des attachés de défense sur le terrain peuvent éventuellement analyser les équipements. Là, on va se retrouver avec des traces numériques dont on n'est pas sûr d'avoir l'intégralité et qui en plus, c'est pas parce qu'une attaque survient à partir de serveurs localisés techniquement, pense-t-on, dans un pays, que ce pays est participant à encourager, faciliter cette attaque et que son gouvernement éventuellement y est favorable. Donc on a cette notion de est-ce que je suis bien certain de conduire des actions contre ceux qui m'attaquent? Est-ce que je suis capable d'évaluer le caractère proportionnel de cette attaque de manière à être justement dans la riposte et combien de temps me faut-il pour documenter ces différents éléments? Est-ce que je ne vais pas arriver extrêmement tardivement? Et c'est la raison pour laquelle, et vous avez bien compris qu'un État est à la fois attaquant et attaqué. Quand il est attaqué, il trouve que c'est de la confusion et c'est absolument insupportable. Quand il est attaquant, il apprécie ce que Clausewitz appelait le brouillard de la guerre, c'est-à-dire la capacité à se dissimuler en termes d'environnement. Et donc on a bien des États qui, selon qu'ils sont à la manœuvre pour attaquer ou pour être au contraire cible et victime, effectivement tiennent des propos pour le moins contradictoires. C'est ce qui explique aussi qu'on est dans une période d'entre-deux relativement durable au final, parce que l'arme numérique est utilisée. Moi, j'ai fait un premier livre qui s'appelait La cyberguerre, la guerre numérique a commencé en 2009 et donc qui était déjà s'interroger sur les problématiques qui nous occupent aujourd'hui. Et justement, cette question de proportionnalité, comment peut-on légitimement penser qu'une cyberguerre puisse être tout à fait proportionnelle dès lors que, à la fois par l'équipement, par la culturation des gens qui sont derrière, mais aussi des populations tout simplement, on est sur des niveaux qui sont très disparates. Ah, bien sûr, parce que tout va dépendre déjà de l'état de numérisation du pays en question, de sa capacité à fonctionner dans un environnement, qu'on qualifie de rustique, de dégradé en quelque sorte. Donc effectivement, ça va être important. Deuxièmement, c'est quelle est l'ampleur de l'attaque en termes d'impact sur la population civile, sur l'économie, sur le patrimoine de l'État visé. Et donc effectivement, cette capacité de comprendre, est-ce que c'est une activité crapuleuse émanant d'une organisation criminelle à des fins purement de faits de délinquance ou de criminalité, ou au contraire, est-ce que c'est un État qui est à la manœuvre? Et ça va poser la question de l'expertise
dans la documentation des modes d'attaque, de comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Est-ce que c'est une défaillance de mon système, un peu comme votre ordinateur qui de temps en temps connaît des faiblesses, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose de dissimulé et au contraire, quelqu'un est en train de faire tomber l'un après l'autre l'ensemble de vos serveurs. Et donc, c'est vrai que cette capacité de détection va être importante, cette capacité de qualification, comprendre ce qui m'arrive, et une fois que j'ai cerné le problème, comment je fais pour y remédier. C'est vraiment les trois composantes d'une riposte aujourd'hui dans une logique de défense numérique. Bien, merci beaucoup Nicolas pour avoir posé avec nous le cadre de cette cyberguerre. On va passer tout de suite à la deuxième séquence, mais juste avant, une chronique sans pépin, c'est le Patch Tech de Fabienne Billard. C'est le Patch Tech. Aujourd'hui, Fabienne, tu vas nous parler d'un phénomène méconnu qui révèle les dessous et les travers de la tech. Derrière nos applications, nos sites web et surtout nos algorithmes, des milliers de travailleurs s'activent dans l'ombre pour faire fonctionner le monde numérique. On les dit invisibles. En France, 260 000 personnes micro-travailleraient. Au niveau mondial, il serait entre 45 et 90 millions. Ce sont les click workers. Ça sonne bien, mais cela n'évoque pas vraiment le travail et ce marché de la gig economy qui signifie littéralement l'économie des petits boulots. Elle désigne tout travailleur indépendant ou auto-entrepreneur payé à la tâche. Leur profil, des femmes en majorité, 56%, entre 25 et 44 ans. Et plus précisément, quelles sont les tâches effectuées par ces click workers ? Nettoyer des bases de données, modérer des contenus, évaluer des applications en ligne, cliquer sur des liens, classer des mots-clés, légender une photo, répondre à un questionnaire, etc., etc. Des petits boulots réalisés entre 10 secondes et 15 minutes en ligne, effectués sur un ordinateur ou un smartphone, qui rapportent quelques centimes, voire quelques euros. C'est une infinité de micro-tâches qui contribuent à améliorer des systèmes d'intelligence artificielle. Car pour fonctionner, cette technologie doit être nourrie par d'énormes bases de données conçues par des humains à partir desquelles elles apprennent. Pour le moment, à défaut de se nourrir, ces employés nourrissent les datas. Et tu as des exemples concrets des tâches qu'ils réalisent ? Un click worker témoigne sur cette tâche qui consiste à jouer à une sorte de jeu vidéo. Les micro-travailleurs doivent se diriger vers les personnages au prénom d'origine française en appuyant sur la touche Avancer et s'éloigner de ceux au prénom d'origine maghrébine en appuyant sur la touche Reculer. Amélie est modératrice et modère du contenu toute la journée. Elle se heurte à la violence des images de meurtre, suicide, racisme. Le pire pour elle, mais je ne la citerai pas parce que c'est humainement intolérable. Et ce qu'elle voit initie des risques de stress psychologique et traumatique, qui ne sont pas pris en charge ni même reconnus par les plateformes. Ces travailleurs du clic sont payés uniquement sur les commandes. Par exemple, si un client ne valide pas la micro-tâche, le travailleur n'est pas rémunéré. Beaucoup d'entre eux vont jusqu'à se créer des alertes en pleine nuit pour maximiser leurs chances de décrocher une mission sans jamais avoir la certitude d'être rémunérés puisque une tâche inachevée dans les temps est remise sur le marché. Oui, et tout ceci semble donc de moins en moins net, voire de plus en plus sale. Oui, et ce sujet sensible révèle aussi des arnaques dans son approche commerciale. Présenté en 2018 comme entièrement automatisé, l'assistant vocal Google Duplex était supervisé par des personnes qui écoutaient et corrigeaient l'intelligence artificielle et parfois se faisaient passer pour l'assistant vocal qui simulait un être humain. L'intelligence artificielle, produite par les plateformes, n'est finalement pas aussi automatisée qu'il y paraît et bel et bien nourrie par de l'intelligence humaine à moindre frais. Et concrètement, quelles sont les conditions de travail de ces personnes alors ? Les modalités de travail des click workers ont de quoi inquiéter. Le temps est limité, pour aller aux toilettes c'est 5 minutes, 20 minutes pour aller déjeuner. De plus, lorsque l'on travaille pour certaines plateformes comme Google, les témoignages sont en mode anonyme. Il leur est même interdit de travailler dans des lieux publics. La mission peut être stoppée par l'entreprise ou l'employé sans préavis. Il n'y a pas de contrat. Un simple accord de participation, voire la seule adhésion aux conditions générales d'utilisation de la plateforme. Le tout dans une grande opacité. Généralement, les travailleurs ne savent pas pour qui ils agissent. Dans cette affaire, c'est donc avant tout les plateformes qui sont gagnantes. Derrière les algorithmes de Uber, Facebook, Deliveroo, Google et d'autres comme Amazon Mechanical Turk, la croissance est de 25 à 30% par an. De fait, ces travailleurs du clic sont majoritairement issus d'Inde, des Philippines, du Pakistan, du Bangladesh, suivis des États-Unis, de l'Europe de l'Est. La grande difficulté pour réguler le micro-travail réside dans sa dispersion géographique et le fait que peu d'individus travaillent à plein temps. Il demeure à minima une régulation par l'application de lois existantes.
Mais il n'y a pas de voie collective pour défendre leurs droits. Du côté des pays scandinaves, on trouve l'expérimentation d'une nouvelle forme de modèle, la flexi-sécurité, une libéralisation totale des contrats et des conditions d'embauche ou de licenciement. Il semble donc qu'il y ait tout à faire pour encadrer et ne pas amplifier la paupérisation. Quelle perspective pour conclure, Fabienne ? Pour certains prospectivistes, la gig economy est une phase de transition du marché de l'emploi, avant l'ère du transfert où l'on cumule des missions différentes pour des employeurs différents. Ces plateformes opèrent dans une zone grise qui n'offre aucune des protections de nos sociétés au travail. Assurance maladie, retraite, chômage. Dans ce domaine, l'essor de la tech et des plateformes se fait au détriment de la qualité de la vie humaine par la prolifération de nouveaux travailleurs pauvres partout dans le monde, et y compris en France. Selon un sondage Full Factory, 40% de ces personnes ont un CDI. 71% d'entre elles travaillent à temps plein et 22% vivent sous le seuil de la pauvreté. Il faut souhaiter, par la visibilité des dangers et de cette précarité, une prise de conscience politique et des outils juridiques. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Défaillance de nos systèmes, est-ce que c'est voulu ou involontaire? C'est un peu ce qu'on a abordé dans notre première partie. Mais moi, je voudrais revenir sur ces nouveaux entrants. Il semblerait que dès que nous avons commencé à automatiser les actions, en particulier financières, les personnes ont vite essayé d'en profiter. On peut parler des hackers, des pirates, des freakers, etc. Ces actions étaient souvent le fait d'actes isolés et au moins très tournés vers un objectif pécunier. Cependant, depuis peu, nous voyons l'émergence de nouveaux entrants, des entreprises-États, des groupes qui n'hésitent pas à mettre et revendiquer les faits que lorsque les gouvernements ne sont pas alignés avec leurs valeurs, des entités paramilitaires qui revendiquent leurs actions cyber. Bref, ce que j'aimerais échanger avec toi, si tu veux bien, Nicolas, c'est de quelle est la place que jouent ces nouveaux entrants dans ces conflits ? Alors, en fait, on est dans le prolongement de notre distinguo de tout à l'heure. C'est-à-dire que avant, vous aviez un monde militaire et un monde civil. Là, on va pouvoir utiliser des expertises qui sont éminemment civiles pour conduire des opérations, soit de déstabilisation informationnelle, soit de dysfonctionnement des entités administratives, de collectivités, d'institutions de santé ou d'organisations financières. La seule chose, c'est que si on prend une définition historique, juridique, de l'État. L'État, c'est un droit, il faut un système juridique qui s'applique à une population rassemblée sur un territoire. Il faut ces trois composantes pour qu'un État existe. Et on voit bien que lorsqu'une des trois composantes manque ou est défaillante, il n'y a pas d'État. S'il n'y a pas de population, vous avez un terrain, mais il n'y a personne dessus. S'il n'y a pas de système juridique, c'est ce qu'on appelle les États faillis, effectivement, qui sont inexistants. Et il leur faut un territoire parce que sinon, il n'y a pas de réalité étatique. Et en fait, on va s'apercevoir que ces trois critères que le droit public a établis pour considérer un État, en fait, vont s'appliquer à des entreprises qui vont avoir des infrastructures à l'échelle internationale, voire mondiale. Elles vont avoir du droit, c'est les conditions générales d'utilisation. Elles vont avoir des populations, des utilisateurs qui peuvent être payants ou gratuits, mais en fait, elle va avoir des éléments qui vont lui permettre d'être un acteur de la société, un acteur politique, si on reprend la notion étymologique, parce que justement, elles ont cette capacité d'action financière et technique auprès d'une population qui est dans des infrastructures qu'elle maîtrise. Et donc, dans ce cas-là, dès lors qu'on est un acteur politique, on peut être soit partie prenante d'un conflit. Alors, on l'a vu dans le cadre de Elon Musk, qui répond d'ailleurs, et c'est intéressant, puisque on est dans l'hybridation, puisque c'est le vice-premier ministre ukrainien qui envoie un tweet et qui lui dit, voilà, Elon, il faudrait déplacer la constellation satellitaire Starlink de manière à maintenir la couverture Internet de l'Ukraine et que l'Ukraine puisse continuer à non seulement aller sur Instagram, exister, mais rayonner publiquement. Et donc, on a cette action-là. Lorsque British Telecom décide, pareil, de faire un communiqué en disant à partir de maintenant, les appels à destination et vers l'Ukraine sont gratuits. C'est une décision d'une entreprise qui décide de modifier son modèle de manière à tenir un rôle politique. Et donc, on va avoir des entreprises qui, en fonction de leur nationalité, de leurs intérêts stratégiques, vont à un moment faire le choix. On l'a vu avec Google en Russie. Google dit à un moment, j'arrête mes activités et Google Russia va fermer ses portes. On a vu effectivement une
confrontation entre le monde économique et le monde diplomatique ou politique, et donc effectivement avec des acteurs qui peuvent jouer un rôle. Alors justement, Nicolas, excuse-moi, le rôle des entreprises va devenir certainement crucial. Là, on voit effectivement des entreprises comme celles qu'on a évoquées avec Elon Musk notamment, mais les entreprises sont très souvent la cible de cyberattaques en dehors des guerres. C'est d'ailleurs certainement les premières cibles de cyberattaques. Est-ce que les entreprises aujourd'hui, elles sont dans un rôle uniquement défensif finalement pour que leurs infrastructures informatiques globalement continuent de tenir quand bien même elles aient des cyberattaques? Elles dépensent d'ailleurs de plus en plus sur les sujets de la cyberdéfense, ces entreprises. Mais est-ce qu'à un moment donné, ces entreprises ne pourraient pas décider elles-mêmes de riposter et que ce soit les entreprises qui commencent elles-mêmes à mener un certain nombre d'attaques vers ceux qu'ils ont attaqués éventuellement? Alors, deux choses. Il y a évidemment une activité crapuleuse de gens qui cherchent de l'argent, comme ils l'ont fait dans toute activité humaine, guidée par l'appât du gain. Par contre, il faut aussi reconnaître, alors c'est pas forcément politiquement correct de le dire, que certains renseignements économiques, renseignements technologiques, faut être très clair, quand vous êtes dans des niches sectorielles, il n'y a qu'un acteur de ce même secteur qui pourrait être intéressé par capter cette information pour en tirer profit. Ouais. On l'a vu notamment au moment de la crise pandémique ces derniers mois, où on a vu des attaques d'intrusion dans des entreprises de santé, de pharmaceutiques. Très clairement, ceux qui étaient intéressés par collecter ce renseignement sont des acteurs du monde de la santé. Alors peut-être avec une intervention étatique pour leur demander de collecter ces données, mais en clair, tout un chacun. Enfin moi, si vous me donnez des éléments de quoi faire un vaccin, bon, j'essaierai peut-être d'en faire un peu dans ma cuisine et je vous suggérerais éventuellement de l'inoculer à chacun d'entre vous de manière à faire progresser la science. Mais vous voyez bien la limite de la chose. Oui, mais parce que tu ne veux pas faire avancer. Avancer la science, mais cet obscurantisme est regrettable. Mais par contre, donc on voit bien que premièrement, donc on a des entreprises qui sont aussi clientes de ces attaques. Deuxièmement, aujourd'hui, pour déstabiliser une collectivité nationale, on peut s'attaquer à ces entreprises. Pourquoi? Parce que c'est de l'emploi, c'est de la fiscalité, c'est aussi une opinion publique qui sera d'autant plus inquiète que son emploi est mis en cause ou que l'argent qu'elle a investi en bourse est mis en difficulté dans ses actions. Donc effectivement, c'est un moyen de déstabilisation. Alors, le cas des entreprises, les Américains travaillent sur une doctrine, alors qui nous, en Europe, nous semble vraiment très, très, très théorique, qui est ce qu'on appelle le hackback. Le hackback, c'est, donc on a un certain nombre d'universitaires, d'entreprises américaines qui évoquent ce concept. C'est la revanche, un peu. C'est ça? Alors, je me défends. Donc, dans hackback, il y a le fait que j'attaque l'attaquant. Bon, très sincèrement, c'est un sujet intéressant doctrinalement. Moi, j'ai jamais vu de dirigeants d'entreprises, du COMEX, enfin de très grandes entreprises comme on travaille avec eux au quotidien. J'ai jamais eu un COMEX qui m'a dit allez Nicolas, comment on pourrait faire pour casser la gueule à ces gens qui peut-être nous ont attaqués. L'idée elle est plutôt on ferme les écoutilles, on se protège, on reste discret, on essaye de compter et de cautériser ses plaies. Bon, mais le hackback est effectivement une perspective que certains veulent envisager. Et d'ailleurs les États à ce moment-là, et d'ailleurs la France a pris des positions là-dessus en disant surtout ne vous aventurez pas là-dedans. C'est pas aux entreprises de jouer le rôle. Alors, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est, en tout cas, c'est un mode opératoire qui est et effectivement il existe puisqu'il a été évoqué, il a été conceptualisé. Par contre, sa réalité opérationnelle me semble peut-être un petit peu plus aléatoire. Ouais. Nicolas, tous ces propos touchant de près ou de loin, disons, à une certaine forme de privatisation, à la fois des États, des démocraties quasiment, privatisation aussi des conflits. Moi, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques temps, écrit par Jacques Attali. Je vais peut-être pas me faire que des copains, puisqu'en général, il a tendance à se faire bâcher sur LinkedIn. C'est un bouquin qui date de 2006 et qui s'intitule Une brève histoire de l'avenir, édité chez Fayard. Il nous y parle notamment d'une lente déconstruction des États qui se situe à peu près à partir de 2050, qui serait sacrifiée sur l'autel de l'omnipotence des marchés, et qui ferait à ce moment-là perdre toute souveraineté de ces États sur l'éducation, la santé, la sécurité de leurs citoyens, au point, je cite, que l'armée elle-même, dernier refuge de la souveraineté, d'abord constituée de mercenaires, sera ensuite privatisée comme le reste. Page 268 et page 269. Finalement, dès 2006, il nous dit, les conflits vont devenir l'œuvre de personnes que l'on paiera pour ça, et demain, peut-être même l'œuvre d'entreprises privées. On se séparera, malgré nous peut-être, des pouvoirs régaliens.
Alors, la fête des mères et la fête des pères approchant, je vais vous suggérer une idée de cadeau qui fera plaisir à vos familles. Alors, ça m'embête de me citer moi-même, mais c'est un livre qui s'appelle L'État, la peur et le citoyen, que j'ai écrit en 2010. Et dans L'État, la peur et le citoyen, l'intrigue de départ, enfin pas l'intrigue, c'est la raison d'être de la réécriture de ce livre, c'est que j'étais me trouvais dans une réunion au ministère de l'Intérieur quelques mois avant, ministère de l'Intérieur français, et à un moment, je vois passer une note où je vois que à partir, alors il l'annonçait pour 2014, 2015, le fait qu'en France, dans un pays comme la France, qui est un pays qui a une culture régalienne, pour la première fois, on allait avoir plus d'agents de sécurité privée que d'agents de sécurité publique, c'est-à-dire police, gendarmerie, etc. Et en fait, la France n'avait jamais été confrontée à ces circonstances-là. Et c'est vrai que ce livre que j'ai écrit était de dire, en fait, on a une évolution. Alors, et c'est intéressant, avant de parler du numérique, de le transposer dans le monde bien physique, c'est-à-dire qu'effectivement, on l'a vu quand il y a des zones où les commissariats de police, les brigades de gendarmerie ont fermé. En fait, après, ça a été remplacé pour les collectivités qui en avaient les moyens par les polices municipales. Après, pour quand il n'y avait soit pas suffisamment de citoyens nombreux ou sur des zones trop étendues ou que la collectivité n'avait pas les moyens, on a commencé à envisager de recourir à des prestataires privés, des sociétés de gardiennage et de vigile. Et puis, dans les régions où il n'y avait ni gardiennage ni police municipale, on a transposer ce qui existait aux États-Unis, la notion de voisin vigilant, et c'est-à-dire en fait c'est le particulier, parce que quand vous évoquez une privatisation, moi je parle pas de privatisation dans cet ouvrage, je parle de marchandisation. Oui. Je vous encourage à la réflexion, la sémantique est pas là à son importance, mais en fait dès lors qu'il n'y a même plus le marché, parce qu'on considère que vous n'êtes soit pas suffisamment nombreux, soit pas suffisamment solvables, on vous dit voisin vigilant. Donc c'est en général une convention qui est signée entre le maire, le procureur de la République et, alors comme en général c'est plutôt en zone rurale, un officier de gendarmerie. Et donc effectivement on leur dit en clair, débrouillez-vous. Voilà, vous vous organisez. Et donc c'est vrai que ça on n'avait pas été confronté à cela. Et c'est vrai que dans le problème du numérique, en fait on va faire porter sur des individus, quel que soit leur âge, leur diplôme, leur intérêt pour le sujet, parce que c'est pas forcément, et leur état de fortune, le cas échéant, le fait de dire vous pouvez être mis à contribution dans le cadre de cyberattaques globales. On parlait d'attaques en déni de service. Les attaques en déni de service, c'est lorsque l'attaquant a pris le contrôle de votre ordinateur à votre insu et utilise une partie de la puissance de calcul de votre machine ainsi que de milliers d'autres personnes pour conduire des attaques visant à saturer des sites internet et les rendre inaccessibles. Et donc ça peut être soit à des fins politiques et idéologiques, soit à des fins crapuleuses d'extorsion, de chantage, en disant à la personne qui est au bout du fil, c'est-à-dire au bout du site internet, si tu ne payes pas ou si tu ne tu ne me donnes pas satisfaction, ton site internet continuera à être indisponible et donc tu ne pourras plus travailler, tu n'auras plus de rentrée d'argent et donc tu seras finalement défaillant. Et donc c'est vrai que on a un individu qui avant pouvait considérer que ses mœurs ou sa vie quotidienne, quand je dis sa mœurs, c'est ses usages, le mettez à l'abri. La seule chose avec le numérique, c'est que votre connexion, les traces que vous laissez, en fait, pourraient vous exposer, alors même que votre usage quotidien est extrêmement paisible, mais simplement, si le pirate a détecté une faille dans votre système, il va utiliser celui de votre ordinateur personnel, celui de votre entreprise, de votre mairie, de votre comité départemental de tourisme ou de votre association sportive. Et donc effectivement, on a des acteurs numérisés qui peuvent être partie prenante. On l'a vu au moment 2015-2016, au moment des attentats et post-attentats de Paris. Et c'est que effectivement, on a vu des sites internet de collectivités défacés, c'est-à-dire modification des pages d'accueil. C'est pas une attaque qui est très complexe techniquement, elle est même assez simple, mais simplement vous avez des petites municipalités, des petites des centres d'action sociale qui ont vu leur page et donc il y en a eu des plus grandes aussi. Il y a eu des hôpitaux, il y a eu. Alors ça c'est du piratage. Autres, hein. Ça c'est du piratage, mais c'est du piratage. Et mon sentiment, c'est que si on prend pour avoir travaillé sur Dax, l'hôpital de Dax de Villefranche-sur-Saône, c'était des hôpitaux qui, je pense, les attaquants ignoraient qu'ils s'attaquaient à ces hôpitaux. Parce que quand vous le faites à des fins crapuleuses, un hôpital public français, très sincèrement, c'est pas une cible de choix. C'est une entité qui n'a pas d'argent, parce qu'elle a déjà du mal à faire ses fins de mois. C'est une entité qui a du mal à sortir de l'argent en dehors des processus de paiement public. C'est-à-dire, il faut être référencé, il y a des appels d'offres. Voilà. En plus, vous avez le soutien des appareils d'État, puisque effectivement, les services gouvernementaux se mobilisent. Et en plus, l'opinion publique, si un jour celle ou celui qui a été à la manœuvre va être pointé du doigt, il risque d'être sanctionné plus donc gravement. Nicolas, tu es en train de nous dire que même dans la cyberguerre, il y a finalement des balles perdues. C'est ça. Voilà. Et bien sûr, c'est par l'interconnexion. C'est pas. Il y a deux choses. La cyberguerre, c'est le fait d'avoir des acteurs et des entités connectées, c'est-à-dire qu'elles ont besoin du numérique pour fonctionner, et interconnectées, c'est-à-dire qu'à partir du moment, et c'est pour ça que la géographie a son importance, mais pour pouvoir l'évacuer, c'est-à-dire en tout cas ne pas se fermer des frontières géographiques. Pourquoi ? Parce que on l'a
vu, une grande entreprise française a vu ses usines du nord de la France et de l'ouest de la France mises hors d'état de fonctionner à la suite d'une infection initiale en Slovénie. Et donc, l'infection initiale était en Slovénie, les effets opérationnels empêchant les deux usines de fonctionner étaient dans le nord et en Normandie. Donc on voit que la notion de géographie, par la fluidité des communications, remet à plat les règles habituelles de territorialisation des affrontements. Merci beaucoup Nicolas pour ces éléments sur les nouveaux entrants. On voit que le sujet est large. Mais faisons une petite pause en accueillant un nouveau chroniqueur dans Trench Tech, Laurent Guérin, qui nous propose un moment d'égarement en direct de Toronto. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Alors Laurent, pour ta première chronique du jour, c'est plus qu'un moment d'égarement que tu vas nous proposer, car tu vas mettre en perspective le mythe enchanteur du métavers. Il fallait bien que ça arrive, des avatars ont violé d'autres avatars dans le métaverse. La dernière attaque a eu lieu dans Horizon World, le métaverse de Meta Facebook. Et pourtant, le grand Zuck avait pris des précautions. En effet, sache que les avatars dans le métaverse de Meta ne possèdent rien en dessous de la ceinture. Ah oui, un peu comme les poupées. Mais en fait non, plutôt comme des Barbie et des Big Jim auxquels t'aurais arraché les jambes et le bassin. Pas de fesses, pas de sexe, pas de jambes et pas de pieds. En gros, ce sont des troncs qui flottent dans l'espace surmontés d'une tête. Des grosses allumettes quoi. Et si tu crois qu'ils n'ont pas fait le corps parce qu'ils savent pas dessiner les jambes, t'as faux. Comme me l'expliquait récemment un expert du domaine, s'il n'y a pas de bas, c'est pour éviter les dérives sexuelles. Pas de bras, pas de chocolat, pas de guibole, pas de gaudriole. J'avoue, si tu dessines un personnage sans main, personne va lui mettre des gants. En fait si. Preuve que derrière les images bucoliques de Horizon World, se situant à la croisée des bisounours et des barbapapas, on trouve toujours la même chienlit, le pire de l'espèce humaine. Une chercheuse en univers virtuel a récemment relaté le viol de son avatar dans Horizon World. Et ce n'est pas la première fois. Il y a quelques mois, c'était une autre chercheuse qui dénonçait le viol en bande organisée de son avatar. Elle raconte « Dans les 60 secondes suivant mon adhésion, j'ai été agressée verbalement et sexuellement. 3 à 4 avatars masculins ont violé mon avatar et pris des photos. Alors que j'essayais de m'enfuir, ils ont crié « Mais t'aimes ça en fait et va te caresser sur la photo ». Et comment a été accueilli son témoignage ? Eh bien, son récit a généré de nombreuses réactions, dont une personne qui lui dit « On voit que t'as jamais joué à Fortnite. Je pose ça là, si t'as des enfants qui y jouent, tu peux toujours leur retirer le manche. » Il se passe des choses bien pires dans les cours d'école, écrit un troll en commentaire de l'article. Tu peux toujours retirer tes enfants de l'école. Ah bah non. Déjà en 2007, à l'apogée du jeu Second Life, une étude sur les interactions sexuelles dans le jeu commençait ainsi. Quiconque prête la moindre attention au monde virtuel sait que le sexe y tient une part majeure, en particulier les sexualités fétichistes. Le sexe dans le monde virtuel est omniprésent, apparaissant aussi de manière fantasmée dans les jeux commerciaux tels que World of Warcraft. C'est pas dans ce domaine en effet qu'on fera reculer l'objectification des femmes. Dans une étude de 2018 exécutée sur 600 joueuses et joueurs dans les univers virtuels, 49% des femmes ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel. Attouchement de leurs avatars, filature, remarques sexistes, sifflements, envoi de photos non sollicités, etc. Et toi, Laurent, tu t'es posé la question. Et oui, suite à cette série d'articles employant le mot viol et mettant en cause Horizon World, je me suis demandé, peut-on être violé dans le métaverse ? La réponse est non. Il s'agit d'un viol d'avatar qui reste une attaque à caractère sexuel. Peut-on être victime de harcèlement sexuel ? La réponse est oui. Et alors ? C'est virtuel, écrivent les trolls. Alors, une étude de 2019 démontre que les personnes victimes de harcèlement en ligne font souvent état de perturbations dans leur vie hors ligne, notamment une détresse émotionnelle et physique. Selon Evelyne Lecalvé, professeure associée à l'école des médias de l'UQAM au Canada, dans la réalité virtuelle, c'est tout le corps qui fait office d'interface. Au niveau subconscient, le cerveau ne fait pas la différence entre le monde réel et la réalité virtuelle. Une étude de Stanford confirme et a même montré que les jeunes enfants sont parfois incapables de faire la distinction entre la réalité virtuelle et la réalité, pouvant ainsi créer de faux souvenirs. Ainsi, 50% des enfants qui ont nagé avec des baleines en réalité virtuelle pensaient que l'expérience était réelle. Les femmes, elles, côtoient bel et bien des porcs. Elles ont qu'à éteindre l'ordinateur, insistent nos trolls. Nous y voilà donc, le fameux « elles ont qu'à pas s'habiller comme ça ». Autrement dit, sous prétexte que l'on peut s'échapper plus facilement d'un monde virtuel que d'un monde réel, on pourrait tolérer viol d'avatar, harcèlements et insultes. Le tout exacerbé par un anonymat total derrière un écran et un univers, les jeux vidéo, où l'on compte 80% d'hommes. Ce qui fait dire au journal Metro UK, le métaverse n'est pas fait pour les femmes. Et en effet, les grosses boîtes techno sont dirigées par des hommes. Les solutions au harcèlement dans les mondes virtuels sont pensées par des hommes. Les outils de modération sont développés par des hommes et pas très efficaces. Alors, en plus de faire une plus grande place aux femmes, on pourrait également éduquer les hommes. Ou sinon, on fait comme avec les Big Jim, on leur arrache les parties basses.
Le mot de la fin revient à ma fille de 15 ans, c'est fou ça. On a créé des mondes virtuels, mais on y a laissé nos erreurs et notre bazar. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors, comme on l'a vu dans les séquences précédentes, les nouvelles règles de la guerre imposées avec le numérique viennent tout brouiller, obligent les États à renforcer aussi leurs arsenals avec de nouvelles solutions. C'est ce qu'on va maintenant voir avec donc Nicolas sur cette dernière séquence. Quels sont les nouveaux arsenaux ? Ce qu'il y a aussi, c'est que tout cela est finalement très récent. Puisque en France, on s'est doté de deux forces. Tout d'abord, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité du système d'information, qui est née donc en 2009, et le commandement de la cyberdéfense, le ComCyber pour les intimes, qui lui a été créé en 2017. Alors dans ce contexte, finalement, comment peuvent s'en sortir les États ? Comment est-ce qu'il faut qu'ils renforcent leur armada, et leur armada offensive aussi dans le monde cyber ? Alors en fait déjà il va falloir considérer qu'il y a deux dimensions à avoir à l'esprit. D'une part la question technologique et également la question humaine. En fait l'humain va être très important. Pourquoi ? Parce que il va falloir trouver des femmes, des hommes à la tête bien faite, et autant dans les activités conventionnelles du domaine de la défense, les États avaient un privilège. En clair, si vous souhaitiez être commandant de porte-avions, a priori il fallait rejoindre la marine nationale. Si vous souhaitiez être pilote de chasse, il fallait plutôt rejoindre l'aviation. Et donc, il y avait une espèce de monopole de ces domaines-là. Avec la cyber, en fait, l'État est un recruteur comme les autres, parce que des entreprises vont être en mesure de recruter des experts dans le domaine de la cybersécurité, des utilisateurs finaux, donc des entreprises qui vont l'intégrer dans leurs équipes de cybersécurité, des prestataires de services, des éditeurs, donc les administrations civiles de l'État, les administrations militaires de l'État, et puis également le monde criminel en tant que tel, qui va être un recruteur comme les autres dans cet univers-là. Donc il y a une nécessité d'avoir un investissement humain de manière à avoir les femmes, les hommes capables de conduire ces actions. Jusque-là, justement, là-dessus, lors du FIC 2021, c'est Florence Parly, ministre des Armées, qui a dit que la France voulait recruter 770 cybercombattants, oui. Et puis qu'en 2025, l'idée était d'arriver à 4000 cybercombattants. C'est gros comme armée, 4000 cybercombattants. Alors la question c'est surtout, il faut être sûr qu'ils existent et qu'ils viennent à vous, parce que c'est ce que j'évoquais, le fait de dire, ils ont d'autres sollicitations dans le monde économique ou dans le monde criminel, et donc effectivement ça ne se décrète pas dès lors que on ne les a pas préalablement formés, entraînés pour qu'ils conduisent ces activités-là. Donc c'est une chose d'annoncer des chiffres, c'est même une chose d'ailleurs de mettre des budgets en face. S'il n'y a pas, et d'ailleurs on le voit même sur le site de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité, ssi.gouv.fr, sur la page recrutement, il y a des dates, il y a des postes qui sont ouverts mais qui ne sont pas pourvus parce que faute de femmes, d'hommes. Comme dans toutes les compétences du numérique d'ailleurs. Ouais, aujourd'hui c'est toutes les entreprises. Voilà, exactement. Mais c'est pour ça que le politique ne peut pas uniquement dire j'annonce une ligne budgétaire et une échéance à telle date. Alors voilà, alors c'est nécessaire parce que si vous n'avez pas les budgets, vous n'auriez pas les salaires et les traitements des agents de l'État. Donc c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut un investissement sur la partie formation, recrutement et attractivité. Nicolas, je me permets de rebondir sur un de tes faits, sur le fait qu'il y a toujours des fiches de poste ouvertes sur le site de l'ANSSI, comme quoi l'État recruterait des cyber. Est-ce que c'est pas aussi volontaire de les laisser ouverts pour dire qu'on ne les a pas recrutés alors qu'on les a recrutés, pour dire qu'on n'est pas forcément en avance? Est-ce que ce serait pas un peu de l'infox? Moi je connais des entreprises qui mettent des annonces alors qu'ils recrutent pas, mais c'est pour dire qu'elles sont en bonne santé. C'est ça. Alors oui, c'est vrai. La seule chose, c'est que au regard de la connaissance qu'on a de la réalité du marché de l'emploi, c'est quand même une véritable préoccupation de la part des entités publiques d'être une destination envisagée, sachant que le secteur public est paradoxal parce que effectivement, alors en entrée de carrière, en termes de salaire, ils sont tout à fait compétitifs. C'est plutôt d'avoir quand ça gagne en seniorité que les écarts se creusent. Par contre, il faut reconnaître à l'État la forte capacité à confier, dès lors qu'il a reconnu les talents d'une jeune femme, d'un jeune homme dans ce domaine-là, des champs de responsabilité peut-être plus rapidement et de manière plus importante que dans des entreprises. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un jeune homme, jeune femme d'une 25, 27, 28 ans, être à la tête d'entités ou de périmètres extrêmement critiques parce qu'il y a une mise à disposition, de transfert de responsabilité qui est assez significatif dans l'appareil administratif, mais qui effectivement, ils sont un recruteur comme les autres dans cette univers. Alors aujourd'hui, on est une des rares puissances nucléaires au monde. Est-ce qu'au même titre, on est l'une des toutes premières puissances cyber? Dit autrement, est-ce qu'à ce jour, on est bien protégé en France?
Alors évidemment, ça c'est, on voit la facilité de l'observateur, c'est celui qui, au moment du défilé du 14 juillet, vous êtes attaché d'ambassade d'une ambassade étrangère et vous assistez devant votre écran de télévision et vous comptez. Alors voilà le nombre de missiles, le nombre de chars, le nombre d'équipements qui sont racontés. Vous avez la loi de finances qui vous documente l'arsenal. Vous voyez que quand il y a eu le défilé du 9 mai, Place Rouge à Moscou, voilà, les observateurs s'intéressent aux équipements qui sont présentés, leur nombre, leur modernité, leur état d'entretien. Bon, dans le domaine cyber, c'est pas possible. Donc évidemment, la classification de dire je suis premier, tu es deuxième, etc., elle est totalement vaine. Pourquoi? Parce que ce sont des activités. Alors même si, et il faut le reconnaître, le 14 juillet 2021 a été l'occasion de faire défiler des officiers, enfin des soldats du commandement cyber sur les Champs-Élysées. Donc ça, c'est faisable. Ce sont bien des femmes et des hommes. Non, mais ce sont bien des hommes et des femmes de chair et de sang. Par contre, la quantification. Surtout qu'on va être dans un domaine où il y aura une hybridation entre les investissements civils et les investissements militaires. Il est évident que l'écosystème technologique chinois, l'écosystème technologique russe, l'écosystème technologique états-unien viennent en complément, renfort, appui également de la puissance politique, diplomatique et économique de chacun de ces pays. Donc la quantification, elle est très difficile. Alors on sait pas. Et ce qui est évident. On sait pas. Mais si on sait pas si on est premier, deuxième, troisième, est-ce qu'au moins on est bien protégé? Est-ce qu'on arrive à savoir ça? Parce que autrement, effectivement. Alors là, deux indicateurs. La première chose, la France a fait un choix stratégique que d'autres n'ont pas fait, qui a été de séparer, on l'a évoqué, la défense de l'attaque. C'est-à-dire que l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité, ne s'occupe que de la protection. Nos voisins amis britanniques ont décidé de mettre dans la même tête l'attaque et la défense. C'est un choix tactique dont on peut et stratégique dont on peut discuter. Deuxièmement, la France a l'avantage quand même d'avoir pris conscience du phénomène il y a déjà plusieurs années. Donc de s'être doté, alors c'est un mode d'expression publique de l'engagement de réglementation. L'avantage des réglementations, même si ça fait pas plaisir dans un premier temps à ceux qui les subissent, c'est que ça fixe un agenda. On vous dit à telle date, il faut avoir tel niveau de protection. Deuxièmement, ça fixe des régimes de responsabilité. Si vous ne l'êtes pas, vous pourrez être mis en cause. Et troisièmement, un régime de sanctions, pas très glorieux, mais ça permet, on l'a vu avec le règlement général sur la protection des données entré en vigueur au mois de mai 2018, en mettant un prix sur les données personnelles, 4% du chiffre d'affaires mondial globalisé en cas de sanctions possibles en termes de maximum, ça fait qu'un conseil d'administration, un comité de direction se dit, si j'encours cette sanction, et on a vu que les commissaires à la protection des données prononçaient des sanctions tout à fait en plusieurs pourcentages du chiffre d'affaires des entreprises, ça vaut le coup que je investissent dans la protection de ces données. Donc voilà, on a cette antériorité-là. Par contre, ce qu'il faut, c'est que c'est un vélo, c'est-à-dire que il faut à la fois avoir une connaissance de son équilibre et en même temps, il faut pédaler pour tenir son cap. Et donc la difficulté, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire en disant voilà, ça y est, j'ai atteint un niveau, maintenant la situation est stabilisée. Pourquoi? Parce que les organisations publiques et même des entreprises sont des corps sociaux vivants. Une entreprise, ça recrute des personnels, ça, il y en a d'autres qui partent, on fait des joint ventures, on fait des acquisitions, on cède des entreprises. Et donc le pirate, lui, quand il voit cet environnement-là, il se dit où est-ce que je peux essayer de me trouver pour usurper une identité, m'insérer dans une connexion informatique, leurrer telle ou telle connexion ou équipement. Donc c'est difficile de faire une photographie figée. Moi je retiens quand même l'idée de faire un 14 juillet de la cyber. Hein. Franchement, ça serait hyper sympa. Et moi ce que je retiens, c'est qu'on montre autant que l'on cache. Hein. On montre ce qu'on a bien envie de montrer. Bien sûr, bien sûr. Ça s'appelle la transparence. Et pareil pour la coopération. C'est un cas qui est très subtil parce qu'on coopère, et vous l'avez compris, avec des gens qui de temps en temps peuvent être nos adversaires et nos alliés. Donc on doit leur montrer notre savoir-faire tout en ne jouant pas la totale transparence. C'est la raison pour laquelle même la famille européenne n'est pas intégrée sur la lutte contre la cybermenace, et que l'agence européenne qui s'appelle l'ENISA, qui est basée en Crète et en Grèce, puisqu'à Athènes et à Héraclion, ce n'est pas elle qui coordonne, enfin qui de manière opérationnelle la cybersécurité des États membres. C'est chaque État membre. En Allemagne, le BSI, en France, l'ANSSI, enfin donc des agences nationales fortes, et de la coopération au niveau européen, mais certainement pas une intégration qui voudrait que tous les experts de chaque pays membre soient portés à l'échelle européenne de manière à ce que la famille européenne soit totalement unifiée sur ces questions. Voilà, les intérêts nationaux fonctionnent à plein, et donc c'est beaucoup de coopération, mais au final très peu d'intégration.
Merci beaucoup Nicolas pour tous ces éléments. On en arrive un peu à la fin de cette interview. Et puis restez bien connectés avec nous pour ceux qui nous écoutent, puisqu'il va maintenant être l'heure du débrief. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et voilà, toi aussi t'as kiffé ce regard anachronique mais encore furieusement d'actualité avec ce remix. Alors merci de l'avoir écouté et souviens-toi qu'il y en a plein d'autres à déguster tout au long de l'été. Et avant la rentrée, n'oublie pas de nous dire ce que tu en as pensé sur les réseaux sociaux. Bonne écoute, bon été et bonnes vacances!